J'ai invité ma famille à la cérémonie de remise de prix qui signifiait tout pour moi. Mon frère a ricané, m'a jeté la carte à la figure et a dit « Nous n'avons pas de temps pour des prix inutiles ». Maman l'a soutenu. Papa a ajouté « Ne t'attends pas à ce que nous soyons là ». J'ai seulement souri. Compris. Des heures plus tard, mon visage a rempli l'écran à la télévision nationale. Ils ont réalisé ce qu'il avait manqué. Mais il était trop tard. Je m'appelle Mara Whitlock. J'ai 34 ans et je vis à Seattle. La nuit où mon frère m'a jeté ma carte d'invitation au visage, j'ai enfin compris quelque chose que j'aurais dû accepter des années auparavant. Certaines personnes peuvent s'asseoir à la même table que vous et ne jamais vous voir. J'avais ramené l'enveloppe à la maison avec soin, non pas parce que j'attendais des applaudissements, mais parce qu'une petite partie de moi espérait encore que ma famille s'en soucierait cette fois-ci. C'était une invitation officielle à la cérémonie des National Humanitarian Technology Awards. La plus grande soirée de ma carrière. Le genre de moment que vous imaginez partager avec les personnes qui sont censées vous aimer en premier. Je l'ai posé sur la table du dîner juste à côté du plat de service et j'ai dit, je serais honoré si vous veniez. Mon frère l'a prise avant que quiconque d'autre ne puisse parler. Il a lu le devant, a eu un sourire en coin, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait demander pourquoi j'avais reçu ce prix. Au lieu de cela, il a fait glisser la carte à travers la table si fort qu'elle a frappé ma joue et est tombée sur mes genoux. Tu penses que nous nous soucions de ton prix stupide, a-t-il dit en riant comme s'il venait de raconter la meilleure blague de la soirée. Ma mère ne m'a pas défendu. Elle a seulement soufflé, a soupiré et a rappelé à tout le monde qu'ils avaient déjà des billets pour le match des Kraken de Seattle. Mon père a à peine levé les yeux de son assiette avant d'ajouter « Ne t'attends pas à ce que nous réorganisions notre soirée pour cela ». J'ai baissé les yeux vers le coin corné de l'invitation, vers mon nom imprimé en or, vers la ligne qu'il n'avait pas pris la peine de lire concernant la diffusion nationale de la cérémonie. Mes mains étaient stables quand je les ramassais. Ma voix était égale quand j'ai prononcé un seul mot, compris. Pas de dispute, pas de supplication, pas d'explication sur les patients, les hôpitaux ou le système d'urgence qui avait placé mon nom sur cette carte. Je me suis juste levé, j'ai glissé l'invitation dans mon sac à main, et je les ai laissés profiter de la soirée qu'ils avaient choisie. Quelques heures plus tard, alors qu'ils applaudissaient dans une arène bondée, mon visage est apparu sur l'écran géant au-dessus d'eux. Et soudainement, tout le monde autour de ma famille a su exactement ce qu'ils avaient rejeté. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé quand ils ont réalisé que la femme sur cet écran était moi, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage avant que l'erreur de ma famille ne les rattrape. Pour comprendre pourquoi ce seul mot, compris, a semblé plus lourd que n'importe quel argument que j'aurais pu avancer, vous devez comprendre ce que signifiait grandir en tant que Mara Whitlock dans ma famille. Le nom de mon frère était Austin Whitlock. Et à partir du moment où il a appris à sourire aux étrangers, mes parents l'ont traité comme si le soleil avait personnellement demandé la permission de se lever autour de lui. Il était bruyant, charmant, athlétique, et totalement convaincu que n'importe quelle pièce s'améliorait à la seconde où il y entrait. Ma mère, Carol Whitlock, l'appelait son leader naturel. Mon père, Grant Whitlock, l'appelait celui qui savait comment fonctionnait le monde réel. Ma sœur aînée, Paige Whitlock, était l'experte en images de la famille. Celle qui pouvait transformer un dîner d'anniversaire en séance photo et des vacances normales en une campagne sur les réseaux sociaux concernant l'amour, la gratitude et les pulls assortis. Et puis, il y avait moi. J'étais la silencieuse, l'utile, la fille qui savait où se trouvaient les cartes d'assurance, qui se souvenait de l'expiration de l'immatriculation de la voiture, qui réparait la connexion Internet, qui appelait le plombier, qui conduisait les gens à leur rendez-vous, qui nettoyait avant l'arrivée des invités et qui restait après leur départ. Dans notre maison, Austin était célébré pour son potentiel. Paige était félicitée pour sa présentation. Et moi, on me remerciait uniquement quand quelque chose se cassait et que je le faisais fonctionner à nouveau. J'ai appris très tôt que mes accomplissements mettaient les gens mal à l'aise, à moins qu'ils ne soient pratiques. Quand j'ai gagné un concours scientifique au collège, ma mère a dit que c'était bien, puis m'a demandé si je pouvais aider Austin à terminer une affiche qu'il avait oubliée. Quand j'ai obtenu une bourse pour étudier le génie informatique, mon père a dit que l'université était chère et espérait que j'avais choisi quelque chose de pratique. Quand j'ai obtenu mon diplôme parmi les premiers de ma promotion, Paige a publié une photo de groupe où j'étais à moitié coupé parce que, selon ses termes, la lumière était meilleure ainsi. J'avais l'habitude de penser que si je travaillais assez dur,
si je devenais assez impressionnante et si je me rendais impossible à ignorer, ils se tourneraient enfin vers moi et y resteraient. Au lieu de cela, ils se sont habitués à ma constance. Ils ont profité des avantages de ma discipline sans jamais devenir curieux au sujet de la personne qui la portait. Après l'université, je me suis orienté vers la technologie de la santé publique, non pas parce que cela semblait prestigieux, mais parce que cela me semblait être le premier endroit où mon obsession silencieuse pour les systèmes pouvait avoir de l'importance. J'ai rejoint une jeune entreprise de logistique médicale à Seattle qui travaillait avec des hôpitaux, des secouristes et des cliniques rurales à travers le Nord-Ouest Pacifique. Notre mission semblait simple jusqu'à ce que vous voyiez ce qu'elle signifiait dans la vraie vie. Nous avons créé un logiciel qui coordonnait les livraisons d'urgence par drone de sang, d'insuline, de médicaments antiépileptiques et de petites fournitures essentielles lorsque les routes étaient bloquées par la neige, les inondations, la fumée des feux de forêt ou les catastrophes routières. Ma partie du projet était le cerveau de routage. Le système qui décidait quel drone devait voler, quel inventaire d'hôpital pouvait être épargné, quelle poche météorologique était sûre et comment rediriger en temps réel lorsqu'une zone d'atterrissage devenait impossible. La plupart des gens imaginaient les drones comme des jouets ou des gadgets de livraison. Je les voyais comme des bouées de sauvetage avec des ailes. Il y a eu des nuits où je suis resté assise à mon bureau bien après minuit, à regarder les données de tempête défiler sur 3 écrans, sachant qu'un retard de 12 minutes pouvait signifier qu'un enfant dans une clinique de montagne ne recevrait pas les médicaments dont il avait besoin à temps. Je ne portais pas d'uniforme. Je ne me tenais pas devant les caméras. J'écrivais des codes, je testais les pannes, j'étudiais des cartes, je me disputais avec des données impossibles et je restais éveillé jusqu'à ce que le système fasse ce qu'il promettait de faire. La première personne qui m'a vu clairement a été le Dr Naomi Kan, notre directrice de projet. Elle ne m'a jamais qualifié de timide comme si c'était un défaut. Elle m'a qualifié de précise. Elle ne m'a jamais dit d'être plus bruyante. Elle m'a dit que le monde avait assez de personnes vendant des réponses faciles et pas assez de personnes prêtes à s'asseoir avec des problèmes difficiles jusqu'à ce qu'ils deviennent plus sûrs. Sous sa direction, notre système est passé d'un petit projet pilote hospitalier à un réseau d'urgence régional. Nous avons aidé à livrer du sang rare à une équipe chirurgicale lors de la fermeture d'une route de montagne. Nous avons aidé à acheminer de l'insuline dans une clinique sur une île après l'arrêt du service de ferry. Nous avons aidé à déplacer des médicaments à travers la fumée des feux de forêt lorsque les véhicules terrestres étaient bloqués à des kilomètres. Chaque succès était mesuré par des résultats silencieux. Un patient stabilisé. Un médecin qui cessait de paniquer. Une famille qui obtenait un matin de plus avec quelqu'un qu'elle aimait. Quand la Fondation nationale de technologie humanitaire a contacté notre bureau, j'ai supposé qu'il voulait le Dr Kan. Puis elle m'a appelé dans une salle de conférence, a fermé la porte et m'a dit que la nomination était centrée sur mon architecture de routage. J'ai ri parce que je pensais qu'elle me préparait à une blague. Elle a fait glisser un dossier sur la table et a dit « Mara, voici à quoi ressemble l'impact quand quelqu'un met enfin des chiffres autour. » Des hôpitaux avaient soumis des déclarations. Des gestionnaires d'urgence avaient envoyé des données. Un médecin rural avait écrit que notre système transformait la distance d'une condamnation à mort en un défi auquel il pouvait survivre. J'ai lu chaque page avec la gorge serrée, non pas parce que j'avais besoin de gloire, mais parce que, pour une fois, le travail que j'avais accompli en silence revenait avec des noms, des visages et des preuves. Quand l'invitation officielle est arrivée, je l'ai fixée pendant près d'1 heure. 4 places d'invités étaient réservées à mon nom. J'aurais pu n'inviter que mes collègues, des personnes qui comprenaient déjà pourquoi cela comptait. Mais une petite partie têtue de moi voulait encore que ma famille soit témoin d'une soirée où ma vie ne pourrait pas être réduite à une note de bas de page. Je me suis dit qu'il pourrait me surprendre. Je me suis dit que même eux comprendraient un prix lié au fait de sauver des vies. Puis j'ai apporté l'invitation au dîner, je l'ai placée devant eux, et j'ai regardé Austin me la renvoyer comme si mon moment de plus grande fierté était un déchet. Le soir de la cérémonie, je me tenais dans une chambre d'hôtel silencieuse près du centre de convention de Seattle, fixant mon reflet comme si j'attendais qu'elle m'explique comment nous en étions arrivés là. Je portais une robe bleu foncé parce que le Dr Kan avait dit qu'elle semblait calme et puissante, 2 choses que je ne ressentais pas en même temps très souvent. Mes cheveux étaient attachés en arrière. Mon maquillage était simple. Et les portes en verre en bas reflétaient une ville qui n'avait aucune idée que toute ma famille avait choisi le hockey plutôt que la plus grande nuit de ma vie. J'ai gardé mon téléphone en mode silencieux dans mon sac à main. Je ne voulais pas vérifier si quelqu'un avait changé d'avis. Je connaissais déjà la réponse. Au centre de convention,
Tout bougeait avec une précision parfaite. Les membres du personnel guidaient les lauréats à travers la sécurité. Les photographes nous demandaient de faire une pause devant une bannière, et les producteurs avec des casques chuchotaient dans des microphones tout en vérifiant le minutage de la diffusion en direct. La cérémonie faisait partie d'un programme national honorant la technologie humanitaire, et comme l'une des catégories de prix concernait la médecine d'urgence dans l'État de Washington, plusieurs lieux locaux diffusaient de courts segments en direct pendant des événements publics. Je le savais en théorie. Je ne savais pas exactement où mon segment apparaîtrait. Je ne savais pas que le match des Kraken de Seattle à la Climate Pledge Arena avait accepté de diffuser la mise en lumière communautaire pendant le premier entracte. Je savais seulement que ma famille avait des billets pour y aller, et je m'étais entraîné à ne pas y penser. À l'intérieur de la salle de bal, mon équipe remplissait la rangée derrière moi. Le docteur Khan était assise à ma droite, stable et posée, avec la même expression qu'elle arborait avant les lancements difficiles. Quand j'ai regardé les sièges réservés marqués pour les invités de la famille, j'ai vu 4 chaises vides et 4 petits cartons nominatifs qui ont soudainement semblé plus bruyants que l'orchestre en train de s'échauffer. Je me suis dit de ne plus regarder. Le programme a commencé par des discours sur l'innovation, le service et les personnes qui construisent des systèmes que personne ne remarque jusqu'à ce que ces systèmes tombent en panne. J'ai écouté avec mes mains croisées sur mes genoux. Chaque fois que le public applaudissait quelqu'un d'autre, je sentais ma poitrine se serrer un peu plus. Pas exactement de peur, mais du chagrin étrange de savoir que des étrangers étaient sur le point de se lever pour moi, alors que les personnes qui m'avaient élevé ne s'étaient même pas assez souciées de moi pour demander à quoi servait ce prix. De l'autre côté de la ville, ma famille était entassée dans les sièges de l'arène sous des lumières clignotantes. J'ai appris les détails plus tard grâce à des vidéos, des messages et la cruauté accidentelle des personnes qui aiment rapporter l'embarras en haute définition. Austin riait avec un plateau de nachos sur les genoux. Paige filmait une histoire avec la glace derrière elle. Ma mère portait une écharpe des Kraken et souriait à l'appareil photo comme si la soirée se déroulait exactement comme elle le souhaitait. Mon père vérifiait les statistiques du match, complètement détendu. Puis les lumières de l'entracte se sont atténuées. L'animateur de l'arène a annoncé une mise en lumière communautaire spéciale. Et l'écran géant au-dessus du centre de la glace est passé des moments forts du hockey à la diffusion en direct de la cérémonie de remise des prix. Au début, personne dans ma famille n'a réagi. Il n'avait aucune raison de le faire. C'était juste un autre segment de service public. Le genre de choses que les gens regardent à moitié en faisant la queue pour prendre des boissons. Puis ma photo est apparue. Mon nom complet est apparu en dessous. Mara Whitlock, architecte système principal, réseau de drones médicaux d'urgence du Nord-Ouest. La légende en dessous disait, honoré pour la technologie créditée d'avoir amélioré la livraison médicale d'urgence à travers le Nord-Ouest Pacifique. Dans la vidéo de l'arène, vous pouvez voir Austin arrêter de mâcher. Vous pouvez voir Paige baisser son téléphone. Vous pouvez voir ma mère se pencher en avant comme si l'écran s'était soudainement rapproché de son visage. De retour dans la salle de bal, l'animateur lisait mon introduction. Il décrivait des routes de montagne fermées, des cliniques éloignées, des urgences météorologiques et un système qui avait aidé à livrer des fournitures essentielles quand les minutes comptaient. Il a dit que le travail représentait un nouveau modèle pour la logistique de la santé publique. Il a prononcé mon nom à nouveau, et le docteur Khan m'a serré la main avant que je ne me lève. La marche vers la scène m'a semblé à la fois interminable et trop rapide. Les lumières étaient chaudes. Les applaudissements étaient réels. J'ai accepté le prix des mains d'une femme dont le titre semblait trop important pour que quelqu'un comme moi lui serre la main. Puis je me suis approché du microphone parce qu'ils avaient demandé à chaque lauréat de dire quelques mots. J'avais écrit quelque chose de prudent. Mais quand j'ai regardé la salle de bal, j'ai pensé à chaque personne silencieuse qui avait un jour été traitée comme du personnel de soutien dans sa propre vie. J'ai dit que le prix appartenait aux répartiteurs, aux infirmières, aux ingénieurs, aux opérateurs de drones et aux médecins ruraux qui savaient que le travail silencieux peut faire la différence entre la panique et la survie. Puis j'ai dit, parfois, les systèmes les plus importants sont ceux que les gens ne remarquent pas jusqu'au moment où ils en ont besoin. La salle de bal a applaudi de nouveau. À l'arène, les personnes assises près de ma famille ont commencé à tourner la tête. Quelqu'un derrière eux a demandé, « Whitlock, c'est votre fille ?» Une autre personne a dit, « Attendez, vous êtes de sa famille ? Pourquoi êtes-vous ici et pas là-bas ?» Ma mère a ouvert la bouche, mais rien de gracieux n'en est sorti. Mon père a regardé droit devant lui. Paige a commencé à taper rapidement. « Austin,
ce même frère qui m'avait jeté la carte au visage, est resté figé avec de la sauce au fromage sur le pouce pendant que mon visage remplissait l'écran au-dessus de lui. Pour une fois, il n'était pas le centre de la pièce. Pour une fois, la pièce entière regardait au-delà de lui et directement vers moi. Après la fin de la cérémonie, je suis resté pour les photographies, les poignées de main et ce genre de conversation polie où tout le monde dit félicitations d'une voix qui donne l'impression qu'ils l'ont dit 100 fois ce soir-là. Mon équipe rayonnait. Le docteur Khan avait l'air fier, de cette manière silencieuse qui signifiait plus pour moi que n'importe quel cri à travers une pièce. Je tenais encore le prix quand j'ai enfin sorti mon téléphone de mon sac à main. L'écran s'est illuminé comme un tableau de bord d'urgence. 27 appels manqués, 43 messages textes, de multiples messages vocaux, des identifications par des personnes que je connaissais à peine. La discussion de groupe familial, qui était presque silencieuse depuis qu'ils avaient rejeté mon invitation, défilait maintenant si vite que les messages semblaient s'empiler les uns sur les autres. Le premier était d'Austin. Mara, appelle-moi. Puis un autre. Sérieusement, appelle-moi. Puis, tu sais que je plaisantais, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être en colère pour un dîner. Ma mère avait envoyé un paragraphe qui commençait par « Nous sommes si fiers de toi, ma chérie ». Comme si la fierté était une couverture qu'elle pouvait jeter sur toute la soirée et cacher ce qui s'était passé en dessous. Mon père a écrit « C'était impressionnant. Nous devrions discuter de la façon de gérer l'attention des médias en famille. » Paige a envoyé 3 émojis cœur, 2 émojis qui pleurent et une photo d'enfance de nous sur une plage, suivi de « Je veux publier quelque chose de magnifique à ce sujet ». La différence entre leurs mots avant la diffusion et leurs mots après était si nette que j'ai presque ri. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne n'a demandé comment s'était déroulée la cérémonie. Personne n'a demandé ce que le prix signifiait pour les hôpitaux ou les patients ou les personnes qui avaient travaillé à mes côtés pendant des années. Ils ont demandé qui m'avait interviewé. Ils ont demandé s'il y aurait un reportage. Ma mère a demandé si les informations locales voudraient filmer quelque chose à la maison parce qu'elle avait encore mon vieux trophée de concours scientifique dans une boîte quelque part. Mon père voulait savoir si la fondation travaillait avec des entrepreneurs privés parce qu'il avait des cartes de visite et ne voulait pas rater une opportunité. Paige a dit qu'une publication familiale fonctionnerait très bien si nous agissions rapidement pendant que les gens en parlaient encore. Et Austin, après 5 minutes à faire semblant que tout cela n'était qu'une blague, a envoyé le message qui m'a montré qui il était vraiment. Ne me fais pas passer pour le méchant pour une petite histoire de cartes. Une petite histoire de cartes. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Pas l'invitation qu'il m'avait jetée au visage. Pas la nuit où il s'était moqué du travail qui m'avait pris 12 ans à construire. Pas le moment où ma famille avait choisi un match de hockey et avait ensuite essayé de ramper sous les projecteurs une fois que des étrangers avaient commencé à applaudir. Une petite histoire de cartes. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face vers le bas sur la table avant que mes mains ne commencent à trembler. Le docteur Khan l'a remarqué. Elle n'a pas demandé de détails. Elle a juste dit, tu ne dois à personne un accès immédiat à toi ce soir. Cette phrase a apaisé quelque chose en moi. Pendant des années, j'avais cru que l'accès à moi était automatique. La famille appelait, je répondais. La famille avait besoin de moi, j'aidais. La famille me blessait, je l'expliquais assez doucement pour qu'ils ne se sentent pas accusés. Ce soir-là, debout dans une salle de bal pleine de gens qui respectaient un travail dont ma propre famille s'était moquée, j'ai réalisé que l'accès automatique n'était pas de l'amour. Parfois, c'était juste une habitude portant un plus joli nom. Au moment où je suis rentré à mon appartement, la situation avait pris de l'ampleur. Quelqu'un avait trouvé la publication d'Austin publiée plus tôt dans la soirée. Il l'avait publiée avant le match, pensant probablement que cela le rendait drôle. Dans l'extrait, mon invitation était visible dans sa main. On pouvait l'entendre dire « Ma sœur pense vraiment que nous allons rater des billets pour les Kraken pour un prix de nerd. » Puis la caméra a tremblé quand il m'a jeté la carte. Mon visage n'a été visible qu'une seconde, mais c'était suffisant. Il avait mis comme légende « Énergie de Grand Prix ». Internet a fait ce qu'Internet fait. Quelqu'un a placé cet extrait à côté des images de l'arène où on le voyait me regarder sur l'écran géant. Puis quelqu'un a ajouté le segment de diffusion de la cérémonie de remise des prix. À minuit, des étrangers partageaient les 3 moments dans l'ordre. La moquerie, la reconnaissance, le silence sur le visage d'Austin. Ma mère a rappelé. Mon père a rappelé.
Paige a envoyé, nous devons anticiper cela. Austin a finalement arrêté de plaisanter et a écrit, Mara, s'il te plaît, commente simplement pour dire que tout va bien entre nous. J'ai lu ce message plusieurs fois. Tout va bien entre nous. Ces 3 mots l'auraient sauvé bien plus qu'ils ne m'auraient guéri. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti responsable de nettoyer les dégâts que ma famille avait fait en me marchant dessus. J'ai ouvert un dossier sur mon téléphone, j'ai sauvegardé chaque capture d'écran, j'ai sauvegardé la publication avant qu'ils ne puissent la supprimer, et j'ai placé mon prix sur l'étagère près de ma fenêtre. Puis j'ai préparé du thé, je me suis assise dans le silence, et j'ai laissé leur panique sonner sans répondre. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans une ville qui était passée à la pluie, à la circulation et au travail. Mais ma famille était toujours piégée dans l'erreur qu'elle avait commise en public. Mon téléphone contenait des messages de cousins, de voisins, d'anciens camarades de classe, du personnel hospitalier, de journalistes et de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis l'université. La plupart d'entre eux étaient gentils. Quelques-uns étaient indiscrets. Ceux de ma famille ressemblaient à une réunion stratégique se déroulant sans mon consentement. Ma mère voulait que je dise que nous avions tous ri de l'incident de l'invitation parce que les frères et sœurs se taquinent. Mon père voulait une déclaration familiale qui se concentrerait sur l'unité et les malentendus privés. Paige avait déjà rédigé une publication sur sa fierté de se tenir aux côtés de sa brillante sœur, ce qui était intéressant car elle ne s'était tenue à mes côtés nulle part. Austin a envoyé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté au début. J'ai regardé la forme de l'onde sonore posée là comme un défi. Quand j'ai enfin écouté, sa voix était tendue, en colère et effrayée. Il a dit que les gens sortaient les choses de leur contexte. Il a dit que des clients avaient vu l'extrait. Il a dit que quelqu'un de son bureau avait demandé si la femme à la télévision était vraiment la sœur dont il s'était moqué. Puis sa voix est devenue plus sèche. Tu dois réparer ça, Mara. Tu sais comment est Internet. C'est à ce moment-là que ma sympathie a pris fin. Non pas parce que je voulais qu'il soit détruit, mais parce que même à ce moment-là, avec les preuves devant lui et les conséquences arrivant à sa porte, il me demandait encore de le protéger de la vérité. Au lieu de demander ce que ça faisait d'être humilié par mon propre frère, j'ai préparé du café, je me suis assise à la table de ma cuisine, et j'ai écrit un seul message dans la discussion familiale. Je ne les ai pas insultés. Je n'ai pas exagéré. Je n'ai pas mis en scène ma douleur pour faire un effet dramatique. J'ai gardé chaque phrase assez calme pour que personne ne puisse prétendre que j'étais hystérique. J'ai écrit que j'appréciais les félicitations, mais que je ne participerais à aucune interview, publication, article ou déclaration publique présentant mon prix comme un accomplissement familial. J'ai écrit que mon travail appartenait à mon équipe, aux médecins et aux patients qui nous faisaient confiance, et aux communautés que le système servait. J'ai écrit qu'ils n'avaient pas la permission d'utiliser mon nom, ma photo, mon prix ou mon histoire pour réparer leur réputation ou promouvoir leurs entreprises. Je leur ai demandé de ne pas contacter mes collègues, mon entreprise, la fondation ou tout hôpital lié au projet. Puis j'ai ajouté la ligne qui, je le savais, allait faire mal parce qu'elle était impossible à déformer. Si quelqu'un demande pourquoi vous n'étiez pas à la cérémonie, dites-leur la vérité. Vous étiez invité. Vous avez ri de l'invitation. Austin me l'a jeté. Et vous avez choisi le match de hockey. Les bulles de frappe sont apparues avant même que je ne pose le téléphone. Ma mère a répondu en premier. Elle a dit que j'étais cruel. Elle a dit que les familles ne devraient pas tenir les comptes. Elle a dit que je transformais un moment inconfortable en une punition publique. Mon père a suivi avec la même froide autorité qu'il utilisait quand il voulait qu'une conversation se termine en sa faveur. Il m'a dit que j'oubliais qui m'avait élevé. Il a dit que j'embarrassais le nom Whitlock. Il a dit que le succès devrait rendre une personne gracieuse, pas vindicative. Paige a essayé une voix plus douce. Elle a dit qu'elle comprenait que j'étais contrarié, mais qu'une publication familiale positive pourrait donner une meilleure image de tout le monde et inspirer les gens. Austin n'a pas pris la peine de faire semblant. Il a écrit « Tu es égoïste. Tu adores ça. Tu obtiens enfin de l'attention et maintenant tu veux nous faire passer pour les méchants. » J'ai fixé ce message et j'ai senti quelque chose de vieux se briser net enfin, au lieu de se plier à nouveau. Je n'ai répondu qu'à lui. Austin, si dire la vérité te fait passer pour un méchant, le problème n'est pas ma vérité. Le problème est ton comportement. Il m'a appelé immédiatement. J'ai refusé. Il a rappelé.
J'ai encore refusé. Puis je l'ai bloqué sur toutes les plateformes où il avait accès à moi. J'ai mis la discussion familiale en sourdine pour 1 an. J'ai envoyé un courrier électronique à notre directeur de la communication et j'ai précisé qu'aucun membre de la famille n'était autorisé à parler en mon nom, au nom de mon équipe ou du projet. J'ai transféré le message au docteur Khan, non pas parce que j'avais besoin de permission, mais parce que je lui faisais confiance pour savoir où devaient se situer les limites professionnelles. Elle a répondu 5 minutes plus tard. Nous allons garder l'histoire concentrée sur le travail. Fier de toi. C'était tout. Pas de sermon, pas de demande de pardon, pas de tentative de me rabaisser pour que d'autres personnes puissent se sentir à l'aise. Pour le reste de la journée, mon téléphone s'est encore illuminé, mais mon appartement est resté calme. Ce calme semblait peu familier, presque suspect, comme si la paix était entrée dans la pièce et que je ne savais pas encore si j'étais autorisé à la garder. Au coucher du soleil, j'ai compris que la vraie vengeance n'était pas de leur crier dessus, de les exposer ou de supplier le monde de choisir mon camp. La vraie vengeance était de retirer la seule chose qu'ils avaient toujours prise pour acquise, ma disponibilité. Ils avaient jeté mon invitation alors qu'elle n'appartenait qu'à moi. Maintenant que le monde voulait une part de mon histoire, ils découvraient que je pouvais jeter leur accès tout aussi facilement. Austin avait construit toute son identité d'adulte sur le fait d'être sympathique. Il vendait des maisons chères à Seattle en disant aux gens qu'il comprenait la confiance, la famille, les racines et la communauté. Son site internet le montrait en train de rire avec des clients sur des Porsche, de serrer la main de jeunes couples, de se tenir à côté de mes parents lors d'un événement caritatif de quartier. Son slogan était « J'aide les familles à trouver leur place ». Cette phrase a mal vieilli après que la moitié de la ville l'a regardé jeter l'invitation de sa sœur à la figure. Au début, il a essayé de traiter l'attention comme un malentendu. Il a supprimé la publication, puis a publié un écran noir avec un texte blanc disant que les gens ne devraient pas juger les dynamiques familiales à partir d'un court extrait. Cela aurait pu fonctionner s'il n'avait pas ajouté « Ma sœur et moi plaisantons comme ça tout le temps ». Les gens ont trouvé cette phrase suffisamment insultante pour continuer à creuser. Quelqu'un qui avait été à l'arène a mis en ligne une vidéo d'Austin assis sous mon visage sur l'écran géant, complètement figé, pendant que les gens autour de lui demandaient pourquoi il n'était pas à la cérémonie. Une autre personne a publié la diffusion originale. Un compte local a tout assemblé et a mis comme légende, il s'est moqué du prix avant de réaliser que toute l'arène la verrait le gagner. Le lundi matin, le bureau d'Austin avait reçu des courriers électroniques. Le lundi après-midi, un client qui s'apprêtait à mettre en vente une propriété au bord de l'eau a discrètement demandé un autre agent. Le mardi, son agence immobilière l'a retiré d'une campagne communautaire sur l'intégrité dans l'immobilier. Il a appelé cela la culture de l'annulation dans la discussion familiale, oubliant que je l'avais mise en sourdine. Pej m'a quand même envoyé des captures d'écran, comme si la preuve de sa souffrance pouvait m'adoucir. Ce ne fut pas le cas. Les conséquences n'étaient pas aléatoires. Elles étaient directement liées à l'image qu'il avait passé des années à vendre. Les gens n'ont pas cessé de faire confiance à Austin parce qu'il avait eu une dispute privée. Ils ont cessé de lui faire confiance parce qu'il avait publiquement ridiculisé le travail significatif de quelqu'un d'autre, puis avait menti à ce sujet quand l'attention s'était retournée contre lui. Mon père était furieux, mais pas d'une manière qui suggérait la réflexion. Il a qualifié la situation d'injuste. Il a dit que les gens étaient trop sensibles. Il a dit qu'Austin avait fait une seule erreur et ne méritait pas de perdre des affaires pour cela. Je me suis demandé combien d'erreurs j'avais avalées en silence au fil des ans pour qu'Austin n'ait jamais à apprendre quel goût avait la responsabilité. Ma mère a souffert d'une manière différente. Elle avait passé des années à présenter notre famille comme proche, solidaire et admirable. Elle était le genre de femme qui écrivait de longues publications d'anniversaire en appelant ses enfants ses plus grandes bénédictions, puis oubliait de poser des questions fondamentales sur les vies que ses enfants vivaient réellement. Après la diffusion de l'extrait, les voisins ont posé des questions prudentes qui étaient pires qu'une critique directe. Mara était-elle contrariée que vous ayez manqué la cérémonie? Aviez-vous vraiment déjà des billets? Austin a-t-il vraiment jeté l'invitation? Lors de son déjeuner à l'église, quelqu'un l'a félicité d'avoir élevé une fille aussi accomplie, puis a ajouté « Cela a dû être déchirant de ne pas être là ». Ma mère a gardé le sourire, mais selon un cousin, elle est partie tôt et a pleuré sur le parking. La performance de famille parfaite de Pej s'est effondrée encore plus vite. Elle a publié une photo de nos enfants avec une légende disant qu'elle avait toujours su que sa petite sœur changerait le monde. En moins d'1 heure,
3 personnes ont commenté pour demander pourquoi elle avait été au match de hockey au lieu de la cérémonie de remise des prix. Une personne a écrit « Vous avez toujours cru en elle, mais pas assez pour être présente ». Paige a supprimé la publication, puis m'a envoyé un message disant qu'Internet était dégoûtant et que je devrais prendre la parole. Je n'ai pas répondu. Elle n'avait pas voulu de ma voix quand je l'avais invitée. Elle ne la voulait que lorsque le silence lui coûtait quelque chose. Austin a tenu 4 jours avant d'envoyer de véritables excuses. Pas des excuses publiques, pas des excuses peaufinées, un message privé provenant d'un nouveau numéro parce que j'avais bloqué l'ancien. C'était long, confus, et pour la première fois dépourvu de la performance habituelle. Il a écrit qu'il avait été jaloux. Il a écrit qu'il détestait la facilité avec laquelle j'étais respecté pour quelque chose de réel, alors qu'il devait continuer à vendre aux gens une version de lui-même qu'il n'était pas sûr de pouvoir maintenir. Il a écrit que lorsque mon visage est apparu sur l'écran de l'arène, il a eu l'impression que toute la section s'était tournée vers lui. Et tout ce à quoi il pouvait penser, c'était qu'il s'était rendu minuscule en essayant de me rabaisser. Il a dit qu'il était désolé d'avoir jeté l'invitation. Désolé d'avoir ri. Désolé de m'avoir demandé d'arranger les choses avant de demander si j'étais blessé. J'ai lu le message 2 fois. Puis j'ai posé le téléphone. Il fut un temps où ces mots m'auraient ramené directement dans le rôle de la réparatrice de la famille. Je l'aurais réconforté, je lui aurais dit qu'il n'était pas une mauvaise personne, je l'aurais aidé à rédiger de meilleures excuses, j'aurais peut-être même publié quelque chose de gentil pour que les gens le laissent tranquille. Mais cette version de moi avait été formée par des années à être utile, pas aimée. Je ne détestais pas Austin. Je ne lui souhaitais pas une ruine permanente. J'espérais que l'humiliation lui apprendrait quelque chose que son confort ne lui avait jamais appris. Mais j'ai aussi compris qu'une excuse ne devient pas une clé simplement parce que quelqu'un finit par la trouver sous la pression. Il avait ouvert une blessure en public. Il n'avait pas le droit de décider quand je serais guéri en privé. Alors je n'ai rien fait. Pas de réponse, pas de réassurance, pas de sauvetage. Et pour une fois, le silence dans notre famille ne m'appartenait pas parce que j'avais été ignoré. Il leur appartenait parce que j'avais enfin cessé de répondre. Les mois qui ont suivi le prix ne se sont pas transformés en la parade de victoire dramatique que les gens pourraient imaginer. La vie n'est pas soudainement devenue parfaite parce que des étrangers ont applaudi ou parce que ma famille a enfin compris qu'elle m'avait sous-estimé. Le succès est puissant, mais ce n'est pas magique. Il n'efface pas des années passées à être ignorées. Il ne transforme pas les personnes égoïstes en personnes sur du jour au lendemain. Ce qu'il m'a donné, c'est de la visibilité, et j'ai choisi avec soin ce que j'allais en faire. Notre réseau de drones médicaux a reçu de nouveaux financements, et le Dr Khan a utilisé l'attention pour élargir les partenariats avec les cliniques rurales, les centres de santé tribaux et les équipes d'intervention d'urgence qui demandaient de meilleures options depuis des années. J'ai passé moins de temps à répondre aux questions sur le prix et plus de temps à aider à construire la prochaine version du système. Nous avons amélioré le suivi du stockage à froid, ajouté des protocoles d'atterrissage plus sûrs et formé de nouveaux ingénieurs à considérer les patients comme des personnes, et non comme des statistiques se déplaçant sur un tableau de bord. Cela comptait plus pour moi que n'importe quel gros titre. J'ai également commencé à encadrer des étudiants, en particulier des jeunes femmes et des enfants discrets qui me rappelaient la personne que j'étais autrefois, celle qui réglait les problèmes de tous les autres tout en se demandant si ses propres rêves étaient trop dérangeants pour être mentionnés. Quand je leur parlais, je ne leur disais pas de courir après les applaudissements. Je leur disais de courir après l'utilité avec dignité. Je leur disais qu'un travail de valeur a toujours de la valeur quand personne à la maison ne le comprend. Je leur disais que l'éducation ne se résume pas au diplôme, au prix ou aux connaissances techniques. La véritable éducation vous apprend comment résoudre les problèmes, comment servir les gens, comment reconnaître votre propre valeur et comment respecter la valeur des autres avant que le monde ne vous y oblige. C'est devenu la partie de mon histoire que je tenais à partager. Pas l'insulte, pas l'extrait viral, pas la chute d'Austin de son piédestal qu'il s'était lui-même construit, mais la leçon. Parce que la vérité est que beaucoup de gens savent ce que cela fait d'être traité comme un bruit de fond dans sa propre famille. Ils savent ce que cela fait de ramener à la maison quelque chose de significatif et de regarder quelqu'un le réduire à néant parce qu'il est trop peu sûr de lui, distrait ou égoïste pour s'en soucier. Et beaucoup de ces personnes passent des années à essayer de devenir suffisamment impressionnantes pour gagner un respect fondamental. J'aurais aimé que quelqu'un me dise plutôt que le respect accordé seulement après une reconnaissance publique n'est pas la même chose que l'amour. Ma famille a continué d'essayer de me joindre.
Ma mère a envoyé des messages par l'intermédiaire de proches pour dire que je lui manquais. Mon père a demandé si suffisamment de temps s'était écoulé pour que tout le monde aille de l'avant. Paige a occasionnellement publié de vagues citations sur le pardon et la guérison, toujours avec un éclairage suffisamment bon pour suggérer qu'elle avait choisi la citation pour susciter l'engagement. Austin ne m'a pas contacté souvent après ses excuses, mais quand il le faisait, ses messages étaient plus courts et moins défensifs. Peut-être qu'il changeait. Peut-être qu'il apprenait juste que la pression ne fonctionnait plus. Dans tous les cas, j'ai gardé mes distances. Je n'ai pas assisté au dîner que ma mère a essayé d'organiser en mon honneur. Je n'ai pas laissé mon père me présenter à des contacts professionnels comme sa brillante fille. Je n'ai pas autorisé Paige à m'identifier dans des souvenirs de famille qui omettaient la vérité. Et je n'ai pas laissé Austin utiliser mon pardon comme une stratégie de relations publiques. Les gens pensent parfois que les limites sont des murs construits à partir de la colère. Les miennes ne l'étaient pas. Les miennes étaient des portes avec des serrures. Et j'ai enfin compris que tout le monde ne méritait pas une clé. J'ai construit une vie avec des personnes qui étaient présentes avant les projecteurs. Des amis qui posaient des questions sur mon travail quand il n'y avait pas de caméra. Des collègues qui connaissaient les nuits blanches derrière le prix. Des étudiants qui écoutaient parce qu'ils voulaient apprendre, et non parce que mon nom était tendance. Ce genre de respect semblait plus silencieux que la célébrité, mais plus fort. Il n'avait pas besoin d'être annoncé. Il vivait dans la constance. S'il y a une leçon fondamentale dans ce qui m'est arrivé, c'est celle-ci. Ne laissez pas les gens définir votre valeur par la commodité de la reconnaître. Ne réduisez pas vos accomplissements pour que les personnes peu sûres d'elles restent à l'aise. Et ne confondez pas le fait de maintenir une fausse paix avec le fait d'être une bonne personne. Parfois, protégez votre dignité est le choix le plus honnête, le plus sain et le plus éducatif que vous puissiez faire, car cela enseigne aux autres que l'amour sans respect n'est pas suffisant. J'ai toujours l'invitation qu'Austin m'a jetée. Le coin est corné et je ne l'ai jamais réparé. Je la garde dans le même tiroir que le programme du prix, non pas parce que je veux me souvenir de l'humiliation, mais parce que je veux me souvenir du tournant. Cette carte m'a appris qui pouvait jeter mon rêve sans cligner des yeux. Cette nuit-là m'a appris que je pouvais le ramasser sans eux. Les personnes qui ne se présentent qu'après les projecteurs ne sont pas la raison pour laquelle vous brillez. Elles sont seulement la preuve que vous rayonniez bien avant qu'elles ne regardent. Alors, laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous déjà eu à choisir entre maintenir une fausse paix et protéger votre respect de vous-même? Si vous étiez à ma place, leur pardonneriez-vous, les affronteriez-vous, ou partiriez-vous pour construire une vie meilleure sans attendre leurs applaudissements? Cette histoire est totalement fictive et créée uniquement à des fins de narration, d'éducation et de divertissement. Nous espérons qu'elle vous rappellera que les personnes qui vous accordent une véritable valeur ne vous feront jamais vous sentir petit pour avoir fixé des limites.